D'abord et avant tout, merci d'être ici. C'est ma première vraiment expérience d'être en contact directement avec des clients dans une maison. D'habitude, quand je rencontre les clients, c'est soit chez les marchands ou dans les salons de l'audio comme le salon de Montréal, Toronto et ainsi de suite. Fait que ça va faire différent. Puis c'est toujours le fun de côtoyer les clients, des passionnés aussi comme vous. C'est le fun de voir que c'est une petite gang qui se connaît ici. On se sent comme un intrus de l'extérieur. Fait que j'espère qu'on pourra se revoir ultérieurement si on a à faire d'autres soirées ensemble. Je vais commencer par me présenter d'abord et avant tout. Je m'appelle Stéphane Mentor, je suis, on va dire ça simple, le représentant de la compagnie Bowers & Wilkins. Je m'occupe du territoire du Québec, la région d'Ottawa, puis je fais un peu d'autres trucs aussi dans d'autres provinces. Ça fait depuis 2011 que je suis avec la compagnie, ça fait déjà 8 ans, ça passe vite. Mais j'ai mis les pieds dans l'industrie par accident en 1996, puis j'ai eu une addiction à cette industrie-là. J'adore cette industrie-là. C'est vraiment le fun. Et comme je pense la majorité d'entre vous, du moins je l'espère, mais je suis un mélomane, je pense depuis toujours. Au plus loin que je me rappelle à 5 ans, j'avais une petite table tournante, mais c'était un jouet sur lequel on avait des petits vinyles, 45 tours, puis c'était des histoires. Puis quand la cloche sonnait, il fallait tourner la page, puis ainsi de suite. Puis moi, c'était non, j'ai pas le goût d'entendre des histoires, j'ai le goût d'écouter des albums de musique. Un des albums que j'aimais à l'époque, c'était les grands succès de Plastic Bertrand. Là, on se rappelle, Plastic Bertrand, c'est un musicien hors pair. Fait que c'est quand même mon premier album que j'ai écouté sur cette table tournante-là. Puis c'était vraiment le fun. Fait que bref, un peu comme vous, je suis vraiment un mélomane. J'adore la musique. Puis c'est ce qui nous rassemble ce soir ici. Puis j'espère pouvoir répondre à vos questions aussi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour, un peu de l'histoire de Bowers & Wilkins. Comment ça a commencé. John Bowers qui a fondé la compagnie. On va passer aussi à travers les technologies qui sont derrière l'enceinte de la série Diamond, puis ainsi de suite. Je vous prierai que si vous avez des questions, j'aime pas que les gens attendent à la fin, puis que ça a comme des fois plus rapport, puis ça fait une demi-heure que c'est passé le sujet. Vous avez des questions, c'est sur le fly, tout de suite en partant, puis ça va peut-être justement nous amener ailleurs, puis ainsi de suite. C'est comme ça que je vais me faire des présentations. J'ai un support visuel qui est principalement pour vous. Je vais regarder un peu pour savoir ce que je suis rendu, mais inquiétez-vous pas, je ne lis pas chacune des pages, là, sinon ça serait vraiment endormant. Fait qu'on va vraiment passer à travers toutes ces technologies-là pour démystifier un peu qu'est-ce qui se cache derrière une enceinte acoustique. Fait que voilà. Des questions pour commencer? Moi, j'en ai une pour vous. J'espère que quelqu'un va avoir la réponse. Ça commence, c'est TANG! Lequel? OK, oui, je vois. Je ne me souviens pas c'est quel nom. Mais... Rappelez-moi votre nom. Daniel. Qui est d'accord avec Daniel? Puis qui pense que Daniel a raison? Je vais mettre la... Excusez, je vais mettre la marde dans le groupe. Là. OK. Moi, j'ai une autre option. Qui dirait que c'est impossible à savoir quel est le meilleur scotch au monde? OK. Bon. Si on s'entend de façon générale là-dessus, c'est un peu ma philosophie par rapport aux produits électroniques qu'on aime bien. J'ai beau être le représentant Bowers, je ne suis pas là pour dire que c'est le meilleur opérateur au monde. Je suis hyper objectif. Je suis hyper démocratique. Fait que ce soir, n'ayez crainte, je n'essaierai pas de juste prétendre que c'est ce qu'il y a de mieux, puis que toutes les autres qui ont des belles philosophies et qui font des très beaux produits aussi, que malheureusement, ils n'ont pas l'affaire. Fait que je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour ça. OK? Fait qu'un peu comme ça, c'est une question de goût, question de préférence, c'est hyper, hyper objectif. Fait que, on commence. Voici M. John Bowers, quand il a servi pour l'armée britannique. Il faisait partie de la section MI6 spécialisée en radio-télécommunication. Puis, fait historique, c'est important. On a tous vu le film où Alan Turing a conçu le premier ordinateur pour découvrir les codes secrets de l'armée allemande, mais John Bowers s'est quand même affairé à pouvoir décoder des codes secrets aussi de l'armée allemande. Fait que c'est son background. C'est lors au moment qu'il a servi pour l'armée britannique qu'il a rencontré M. Roy Wilkins, qui est la deuxième partie du nom Bowers & Wilkins. Okay? Et comme plusieurs personnes, on en parlait tout à l'heure avec Alain, c'est ça? Oui. M. Alain. On en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de... Pardon? Merci. OK, merci bien. Vous voyez, je ne regarde pas. Comme plusieurs compagnies d'électronique,
comme Bowers & Wilkins, il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup qui ont été fondés après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous explique pourquoi. On m'a raconté l'histoire de Macintosh tout à l'heure, puis il y en a plein d'autres comme ça. C'est que c'est des gens, on pense à John Bowers puis Roy Wilkins, qui étaient spécialisés en télécommunications. La guerre est terminée. Malheureusement, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et tant mieux, la guerre était terminée. Mais c'est des gens qui ont servi l'armée à des niveaux ultra spécialisés. Si on pense aux télécommunications, si on pense à l'aviation, à l'armement, à la médecine, on sait tous comment et pourquoi, malheureusement. Mais ces gens-là, à un moment donné, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais de mon savoir et de mes connaissances? Dans ce cas-ci, John Bowers et Roy Wilkins ont décidé d'ouvrir un magasin qui s'appelait Bowers & Wilkins, qui est d'ailleurs le plus vieux revendeur Bowers & Wilkins sur la planète, on s'entend. Puis, en passant, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui connaissent le nom BW plutôt que Bowers & Wilkins. Ça fait juste depuis 2010 que ça s'appelle Bowers & Wilkins. Puis la raison est très simple, ça s'est toujours appelé BW. En fait, je vais vous l'expliquer tout ça, vous allez voir. Je vais titiller un peu. Bref, ça, c'est le magasin qu'on va qui est encore existant. OK? Aujourd'hui, le propriétaire, c'est le petit-fils de Roy Wilkins, qui est toujours actif dans l'industrie puis dans la business familiale. L'autre histoire aussi, on voit le magasin, comment c'était dans le temps. Là. Des fois, ça n'a pas beaucoup changé quand on rentre dans certains magasins, malheureusement. C'est pas des blagues. Une des choses qui a vraiment changé le cours de l'histoire pour John Bowers, c'est une cliente qui était vraiment satisfaite. Parce que John Bowers, ce qu'il aimait faire, c'est un peu de modifier les haut-parleurs que les gens amenaient, qui étaient défectueux, et ainsi de suite, parce qu'il trouvait qu'à l'époque, ce qui était offert sur le marché, c'était assez ordinaire. Là, on se rappelle, on est dans le début des années 60. Puis comme plusieurs personnes qui ont parti des compagnies d'haut-parleurs, on pense à Klipsch ou on pense à Bose, c'était des gens qui étaient des amateurs de musique classique. Et entre ce qu'il y avait comme expérience dans une salle de concert de musique classique, puis rendu à la maison avec une chaîne mono, là, le gap était énorme. Aujourd'hui, si on va voir un orchestre symphonique, ça sonne, c'est vraiment incroyable, mais quand on arrive à la maison et qu'on écoute un gros système, comme j'ai pu voir ce que vous avez à la maison, le gap est un peu plus petit. Okay? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait à l'époque avec un haut-parleur mono ou avec aucune gamme de fréquences complète et adéquate. Fait que lui, il aimait ça pouvoir trafiquer puis améliorer justement ce qu'il y avait comme haut-parleur sur le marché. Puis une cliente qui était vraiment satisfaite, lors de son décès, lui a légué 10 000 livres. 10 000 livres à l'époque, c'est un 300 000 d'aujourd'hui. Puis lui, il a pris cet argent-là. Non, il ne s'est pas acheté un Macintosh avec des Sonus Faber. Il a dit... C'est son ultime. Sinon, il n'aurait pas créé la compagnie puis je n'aurais pas de job. Il a pris cet argent-là, il a tout investi dans sa nouvelle compagnie qui s'est appelée BW Électronique, puis c'est devenu BW, puis c'est devenu Bowers. Je reviens à ce que j'ai ouvert comme parenthèse tout à l'heure. Au départ, c'était BW, parce que le nom Bowers & Wilkins, c'était le magasin. Il ne pouvait pas appeler ça comme ça. Et 2009-2010, les propriétaires de Bowers & Wilkins à l'époque, ils ont dit, tu sais, le nom BW, c'est pas prestigieux, puis les gens qui connaissent ça, c'est le fun, mais il y a trop de confusion, avec la marque automobile, tu sais, qu'on le dise en français ou en anglais, BMW. Puis si on veut aller chercher une nouvelle clientèle avec un nom qui est plus adéquat, pourquoi pas prendre le nom Bowers & Wilkins? Sauf que le nom appartient au magasin. Fait qu'ils sont allés faire une offre que le propriétaire ne pouvait pas refuser. Pas avec un gun sur la table, mais juste dire, hey, on va acheter ton nom, on te laisse les opérations et les profits, mais on veut acheter le nom. Puis voici pourquoi. Puis vu que c'est le petit-fils de M. Wilkins, il a dit, pourquoi pas? Puis non seulement c'est le fils de M. Wilkins, mais Roy Wilkins n'a jamais fait partie de l'aventure du tout de Bowers & Wilkins. C'est juste par question d'amitié qu'il a appelé ça BW électronique, puis est devenu BW, mais M. Wilkins n'a jamais été dans l'aventure des haut-parleurs. Puis il a son nom aujourd'hui sur des haut-parleurs assez précieux. Fait que voilà. Les anciens qu'il y avait là, c'était quelle année? J'ai eu ça, moi. Vous avez eu ça? Ça veut dire que vous êtes jeune? Les Matrix. Non, c'était mon père a eu ça. Moi, j'ai rien dit. Animatrix. En fait, bonne question, c'est les fameuses premières 801. Et ça. OK? Puis 801, puis un peu comme 802, c'est deux icônes, deux numéros iconiques dans l'industrie. Un peu comme si on dit une 911, on n'a pas besoin de spécifier que c'est une Porsche, on n'a pas besoin de dire BMW, on fait juste dire BM, on sait de quoi on parle. Ceux qui ont connu les télé XBR de Sony, on n'avait pas besoin de dire qu'on a une Sony XBR. On faisait juste dire que j'ai une XBR, puis c'était correct.
Puis une autre histoire intéressante, 801, c'est un nom qui est un icône dans l'industrie de l'audio. Le chiffre, par contre, vient seulement pour... C'est la raison suivante. Premier haut-parleur du début de la génération des années 80. Oui, c'est juste ça. J'étais bébé. Fait que c'était bébé. Ouais. On parle pas de 1880, 1980, juste petite parenthèse. Fait que c'est les 801. Ah, les courriels, sans doute. Ça, c'est une phrase que j'aime bien de John Bowers qui définit un peu la philosophie qu'il y avait derrière les premières enseignes qu'il a voulu créer puis amener sur le marché. Pour lui, ce qui est important, ce n'était pas de créer ou de fabriquer une enseigne qui en donnait le plus, mais celle qui en avait le moins. D'être toujours le plus collé sur, entre guillemets, la réalité. Puis ce que j'aime des haut-parleurs, c'est un peu comme mes cours de philo cégep. À partir du moment qu'on commence à lire Descartes, Épicure, puis name it, ils ont tous un petit quelque chose d'intéressant. Il n'y en a pas un qui possède la vérité. Puis un haut-parleur, puis on boit tout du vin, là. Ils ont beau avoir 3 Californiens, 3 Espagnols, 2 Italiens, Français, là. C'est toutes des philosophies différentes, puis amenées en bouteille, puis ça a des goûts différents. C'est tout bon. C'est tout bon. Puis on peut dire « j'aime pas », mais c'est pas que le vin n'est pas bon, c'est nos goûts à nous. Puis des haut-parleurs, c'est un peu la même chose. C'est des gens qui ont une philosophie sur comment ils perçoivent le son, puis on l'amène dans des caisses, puis on écoute, puis on apprécie. Voilà. Fait que c'est vraiment la philosophie derrière le concept de John Bowers. Petit retour en arrière. Ça, c'est vraiment le premier haut-parleur sorti sur le marché en 1966, le P1. C'était pas une conception Bowers & Wilkins, il avait pris des pièces à gauche et à droite, il avait créé son premier haut-parleur. Avec les ventes de ce haut-parleur-là, il a pu créer puis investir dans la recherche et développement puis une autre usine pour faire les vrais premiers haut-parleurs, conception totale de Bowers & Wilkins, mais BW dans le temps. Ce même modèle-là se faisait dans le blanc, puis on avait vraiment l'impression que c'était aussi des laveurs-sécheuses, un peu comme les 801 qu'on parlait tout à l'heure. Mais faites à noter, on pouvait voir déjà, OK, on s'entend, c'est vraiment fin des années 60, début de 70, séparation des médiums puis des aigus, c'était de l'électrostatique, puis après ça, il y avait le woofer. Hyper avant-gardiste pour l'époque. Les haut-parleurs en blanc, c'était hyper moderne. On aurait pu voir ça dans un film de Woody Allen à New York, dans un condo à l'époque, gros immeuble. DM7, encore une fois, si on regarde ça, le Twitter en champ libre, puis on regarde ça, bien, ça date des années 70, ça a évolué évidemment, mais c'est vraiment le premier haut-parleur avec l'idée et la conception de dire hey, qu'est-ce qui se passe si on met un Twitter en champ libre? C'est ça qui est le fun, c'est que les ingénieurs chez Bowers, ils travaillent toujours, sans faire de jeu de mots avec ce que je viens de dire, en champ libre. Ils ont toujours l'occasion d'expérimenter plein de choses pour voir si ça va marcher ou pas. Des fois, ils sont dans le champ, puis des fois, ça réussit. T'sais. Ça, c'en est un qui dit pourquoi on n'essaierait pas de faire tel truc, puis ça donnait un résultat intéressant. Les fameuses 801 qu'on parlait tout à l'heure, qui est vraiment le premier haut-parleur aussi avec. Pardon? Ben, oui. Si on se réfère à aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ultra moderne. Non, effectivement, c'est haut comme ça. Mais tu sais, encore une fois, si on prend 801 puis le 800 qui est vraiment, si on veut, les générations suivantes, Twitter séparé, le cabinet pour le médium puis les basses fréquences. Tu vas pas tourner, toi? Légèrement. Il y a eu 6 versions de 801. J'en ai déjà vu que tu peux Ouais. Et les fameuses 802 qui sont devenues à partir de 98 vraiment l'icône de Bowers & Wilkins avec le cabinet arrondi, la tête arrondie. Petite statistique comme ça intéressante. Les 802 dans sa catégorie de prix et de produits, pendant un certain temps, une bonne dizaine d'années, ça a été, je ne connais pas les dernières statistiques, c'était 50% des ventes dans cette gamme-là. Fait qu'ils se vendaient un 802, ils se vendaient une autre marque. Ils se vendaient un 802, ils se vendaient une autre marque, puis ainsi de suite. C'était 50% de part de marché, juste pour les 802, ce qui était énorme. On va passer à travers les technologies. Je vais amener ça, des choses que les ingénieurs ont travaillé jusqu'à des dizaines d'années, 7 ans, 5 ans ou 3 ans de temps, puis le vulgariser le plus possible pour rendre ça lourd non plus. C'est vraiment de comprendre des choses compliquées, puis les amener de façon simple. Puis, avant d'amener tout ça, je veux juste parler du Nautilus, pour ceux qui connaissent ce haut-parleur-là. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent dans quelle année que ça a été mis sur le marché? Non, mais c'est longtemps qu'on les voit. OK. 80... Ah, Étienne, t'es pas correct.
C'est parce qu'il vient de se faire un mois qu'il le sait. Fait que- je vais vous répondre après, vous allez voir. C'est 1993, Étienne l'a dit. Bravo, c'est ça. Et pour moi, 93, c'est une année importante parce que le 9 juin, je jouais un match de soccer, puis c'est l'année que le Canadien de Montréal a gagné sa dernière Coupe Stanley. C'est... Le coach t'a dit que tu jouais plus. Non, le pire, c'est qu'à l'époque, j'avais 17 ans, puis pour moi, c'était plus important de jouer mon match. J'étais pas aussi... Tu sais, j'étais fan du hockey, mais c'est comme, ils pouvaient perdre, puis on sait pas, mais je voulais jouer mon match. Mais les parents avaient leur radio, des voitures ouvertes sur le bord du terrain, fait qu'on suivait le match indirectement. Fait que bref, je ferme la parenthèse encore une fois. 93, puis voici l'histoire de ça, puis je vais parler de ça avant de comprendre toutes les technologies qu'on retrouve aujourd'hui, en 2019. C'est une triste histoire, puis une belle histoire en même temps. C'est que la première histoire, c'est quand on revient en 87, 6 ans avant la sortie des Nautilus, John Bowers va voir son équipe d'ingénieurs, puis il dit « Hey gang, j'ai le goût de faire un projet qu'on va appeler Nautilus, je veux qu'on fasse le haut-parleur parfait. » Et je nuance, quand on dit parfait, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur haut-parleur. Parfait veut dire, si je prends une guitare, je la joue ici, je prends cette même guitare-là, je l'enregistre sur des bandes, je le fais jouer avec l'électronique par la suite des haut-parleurs, il faut que je sois le plus collé sur la réalité de la guitare qui jouait. Ça, c'est, entre guillemets, la perfection. Ça ne veut pas dire que c'est le son qu'on préfère, mais c'est d'être collé, c'est la perfection. Avec toutes les contraintes qu'on connaissait à l'époque, encore une fois, en 87, on n'avait pas des ordinateurs ultra puissants qui nous permettaient de comprendre puis le comportement de toutes les composantes, puis il n'y avait pas des matériaux hyper développés comme on a aujourd'hui. Fait que les ingénieurs ont commencé, let's go. Ce qui est triste, c'est que la même année, John Bowers est décédé d'un cancer, fait qu'il n'a jamais vu la fin de son projet. Fait que c'est pour ça que j'ai une belle histoire, une triste histoire en même temps. Fait que, rapidement, il y avait deux contraintes qui étaient très connues, puis encore aujourd'hui. Un haut-parleur, on ne le réalise pas toujours, mais lorsqu'il bouge comme ça, il émet des fréquences, il émet de l'air, il émet du son qu'on entend en avant. Mais c'est un mode piston. Ce même air-là, cette même pression-là, ce même son est produit en arrière, dans la caisse. Donc, comment éliminer ce son-là, qui fait de la coloration, des ondes stationnaires, et ainsi de suite. Premier défi. L'autre défi aussi, c'est que tous les haut-parleurs, on parlait tout à l'heure de Tannoy, entre autres, mais ce n'est pas les seuls, mais à l'époque, les haut-parleurs étaient tous larges comme ça, profonds comme ça. OK? Puis, le haut-parleur, le cabinet en soi, est un obstacle, un ennemi, si on veut, des transducteurs. Mais malheureusement, on n'est pas la guerre des étoiles, faire des transducteurs flottants, c'est impossible, puis encore aujourd'hui. Fait que comment éviter d'avoir le plus de surface, éliminer le plus de surface possible, parce qu'une surface crée ce qu'on appelle la coloration des ondes stationnaires. Si je prends ma voix comme ça, puis je mets 2 feuilles de papier ou mes mains, puis je l'enregistre avec ou sans mes mains, je n'ai pas du tout le même son. Pourquoi? Parce que les fréquences vont venir se mettre sur mes parois, puis mettre de la coloration, puis changer, puis modifier le son. Mais on fait avec. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Fait que c'était les deux principes de base à l'époque, comment défier ça. Fait qu'évidemment, entre 87 et 93, il y a eu 6 ans, ils ont pensé, ils ont fait plein de choses. Le premier truc qu'ils ont trouvé, c'est OK, on sait que lorsqu'on parle à travers un cône, un peu comme le principe du horn, le son va s'amplifier de façon mécanique en percutant les parois. Puis là, il y en a un qui dit qu'est-ce qui se passe si on prend la partie la plus large puis qu'on envoie le son vers la partie la plus étroite? Ils ont réalisé que le son s'atténuait de façon mécanique seul. Fait qu'ils venaient de régler un gros problème. Le deuxième problème, c'est que les matériaux à l'époque, c'était juste du bois. C'est comment avoir quelque chose qui est plus profilé. Ils ont pensé au cockpit des voitures de Formule 1 à l'époque, qui étaient moulées. C'était des fibres, des composites. C'était pas du carbone comme aujourd'hui. Fait qu'ils sont allés voir une entreprise, une compagnie qui ont dit « Hey, voici notre projet. On voudrait avoir le même principe d'un cabinet haut-parleur moulé dans lequel on va mettre nos woofers dedans pour avoir quelque chose qui est ultra profilé, qui fait que lorsque mes fréquences sortent, ça va carrément glisser derrière. » Fait que c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec le fameux Nautilus. Évidemment, les designers industriels mettent le coup de crayon par la suite et ça donne ça. Par contre, juste avant qu'ils mettent le coup de crayon, ils sont arrivés, ici on a un woofer pour les bases de 12 pouces, puis ça aurait pris un tube de 9 pieds. Et là, tout le monde était down. Qui va accepter d'acheter un haut-parleur qui ça prend une pièce de 13 pieds de profondeur? Personne. Fait que... Pas la WAF. Exact. Puis même monsieur... Fait que les ingénieurs sont retournés faire des devoirs. Je ne sais pas si... ils ont fumé beaucoup cette fois-là, mais bref, ils ont dit pourquoi ne pas faire comme un colimaçon de tourner ça?
J'ai pas des photos avec moi, mais c'était les premiers prototypes avec du plywood puis un verre soufflé. C'était vraiment affreux, là. Entre les premiers prototypes et le coup de crayon, ça n'a rien à voir. Fait que oui, on dit, OK, il y a moyen de faire tourner ça sur lui-même, faire un colimaçon, faire en sorte que les fréquences qui sont là ne percutent pas justement les parois puis restent là, mais qu'ils s'en allent vraiment. Puis voilà. Fait que c'est devenu le Nautilus. Est-ce que ce haut-parleur-là existe encore? Oui. Il y en a encore. On en a encore parce que ça demeure un icône objet d'art plus que la meilleure performance au catalogue. Bonne question, merci, parce qu'on s'entend. Puis pour répondre à votre question, oui, il se vend encore, c'est 70 000 la paire, mais si on parle de technologie, un 800 D3 est de loin plus avancé en étant la moitié du prix. Fait que là, je viens de vous faire sauver beaucoup d'argent en vous parlant de ça au départ. Mais non, pour de vrai, parce que c'est un icône, les gens veulent ça comme œuvre d'art dans le salon. Puis oui, ça sonne bien quand même, puis ça prend... les crossovers sont séparés, ça prend 4 amplis mono par haut-parleur. Tu sais, ça prend beaucoup de stock, tu sais, puis on peut l'avoir de la couleur qu'on veut. Si quelqu'un dit « je veux rouge Ferrari », on peut l'avoir. Si quelqu'un veut faire peindre le drapeau du Canada, du Québec dessus, c'est possible. Fait qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut dessus. Tu sais. Ça va nous amener à parler de la raison d'être d'un Twitter en champ libre. Comme on a vu avant ça, en 1977, la petite boule sur l'haut-parleur, ou aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas ça vont dire « Ah, vous avez des micros sur vos parleurs? » Non, c'est des tweeters. Puis oui, les gens pensent vraiment que c'est des micros. Puis il y a un magasin qui se l'est fait quasiment arracher parce que le client pensait que c'était un micro puis que c'était pour faire du karaoké direct. Puis je ne blague pas. Twitter en champ libre, c'est un peu comme j'expliquais avec le Nautilus tout à l'heure. Moins il y a de parois autour d'une membrane, plus j'ai mon son qui va être ouvert et qui ne sera pas altéré par des ondes stationnaires. Puis ondes stationnaires, c'est des colorations. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on approche notre oreille, qu'on va entendre un troisième haut-parleur. Non, c'est que c'est là, puis ça change, puis ça modifie le son. OK? Donc, d'avoir un Twitter en champ libre, puis on le voit ici, j'ai aucune paroi, mon son sort, j'ai vraiment beaucoup plus d'ouverture. Puis oui, ça fait partie de la marque de commerce de Bowers & Wilkins. Puis c'est la seule indirectement qui reste, parce qu'avant ça, il y avait autre chose. C'était quoi? On reconnaissait très bien le produit Bowers parce qu'il y avait Twitter ici, puis l'autre affaire, c'était le Kevlar, qu'on n'a plus. Il n'y a plus de jaune. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Non, je vais vous le montrer tout à l'heure. Fait que, bref, Twitter en champ libre, c'est ça. C'est que ça me permet d'avoir une image 3D, une image stéréophonique qui est plus large, plus haute, plus profonde, puis moins de coloration dans mon son. Évidemment, on ne peut pas l'avoir sur tous les modèles. Une question on réserve ça des modèles un petit peu plus chers. C'est une question de coût également. Puis, ce n'est pas tout le monde qui aime ça, d'avoir un micro sur le cabinet. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est ce qu'on va avoir dans la série Diamond. On appelle ça le corps du Twitter ou le fameux Solid Body. Ça va servir à deux choses. Oui, pour maintenir notre Twitter en champ libre aussi. Ça va agir comme tube Nautilus. Donc, on a vu sur le fameux Nautilus, les fameux tubes. Donc, on reprend cette expérience-là pour nos haut-parleurs où est-ce que c'est visible. Mais on a également des haut-parleurs où est-ce que Twitter est directement vissé sur le cabinet. Il va quand même avoir un tube Nautilus à l'intérieur. On a ça même dans les haut-parleurs encastrés, puis même dans nos haut-parleurs sans fil. Il y a des tubes Nautilus. Ce n'est pas quelque chose que le client va voir, à moins qu'il se le fasse dire et expliquer. On a vraiment ça dans à peu près 95 % de nos haut-parleurs. Fait que ça va agir comme tube Nautilus, puis ça va agir aussi comme radiateur, comme heating si on veut, pour contrôler la température du voice coil du Twitter. Puis, ce qu'on a sur la série Diamond, 700, c'est exactement le même morceau, la même composante. C'est un tube d'aluminium plein qui est usiné. On va juste mettre deux formes différentes pour distinguer la série. C'est le machinage là-dedans. Les machinistes, c'est une drôle de monde. Hein? Je présume. Y a-t-il des machinistes dans la salle? Oh! Puis ça aussi, ça c'est celui de la nouvelle génération de la série D3. On avait avec les D2 un tube, un corps de Twitter en zinc avec un autre alliage
qui résonnait énormément si on comparait avec lui. Puis avant ça, c'était du plastique. Ça a énormément évolué. Les tweeters en champ libre chez la série 800 de BW, mais ça, c'est vraiment tuné, ça ne résonne pas. Fait que toutes les vibrations, puis tout le son qu'on a au parleur, il ne réagit pas. C'est vraiment inerte. Là. The only major component to be carried across to the new 800 series Diamond from the previous range is the Diamond Dome tweeter. However, all the components around the dome itself have been redesigned and improved. The new solid body tweeter housing is the result of intensive investigation into what could be improved with the previous series. Following that investigation, a period of research into shapes, materials and other elements led Bowers & Wilkins to develop a tweeter housing milled from a single billet of aluminium, replacing the hollow housing that was used previously. The benefits are manifold. The higher mass makes it more inert. It provides more control over breakup modes. And it works as a massive heatsink for the tweeter. It also allows for integrated tube loading for a reduction in the reflection of unwanted sound from the back of the dome, while a new decoupling design allows for even greater sense of space around the high-frequency elements of the audio. Plus, a new protective steel grille mesh protects the fragile dome. All this leads to a dramatic improvement in the overall performance, taking Diamond Dome tweeters to the next level. Fameux tweeter Diamond. La raison pourquoi on appelle la série 800 la série Diamond aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des tweeters en diamant. Par contre, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas des diamants qu'on va chercher dans des grottes en Afrique et que des enfants de 5 ans enchaînés vont prendre pour nous. C'est des diamants synthétiques. Okay? Ça a été aussi un beau et un long projet. Si on recule dans le temps, puis ça aussi au niveau de l'audio, des haut-parleurs, c'est toujours aussi une compétition. Pendant que quelqu'un sort quelque chose d'extraordinaire, l'autre est à la traîne, puis en voulant développer quelque chose d'autre, puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Tout le monde s'améliore parce que quelqu'un sort quelque chose d'extraordinaire, puis tant mieux. Puis on se réfère à l'époque, avant 2005, la sortie de la série Diamond, la première génération. Le meilleur tweeter, celui qui était le plus réputé sur le marché à l'époque, c'était pas mal le beryllium, qui est un métal qui est vraiment excellent, mais qui est très toxique. Il faut vraiment le contrôler à 100 Focal, pas le nommer, l'avait. Paradigm avait suivi aussi avec un tweeter en beryllium. Puis, les ingénieurs de Bowers avaient entendu parler qu'il existait un potentiel sur papier d'un diamant synthétique qui pourrait amener puis pousser encore plus haut les notions d'avoir un excellent tweeter. Okay? Parce que ce qu'on a besoin d'un tweeter, c'est d'avoir quelque chose qui est léger et ultra rigide en même temps. Puis, c'est d'avoir ce meilleur ratio-là. Puis sur papier, puis en théorie, c'était vraiment le diamant synthétique. Fait qu'ils ont trouvé une compagnie qui est pas loin de leur bureau à Londres, qui s'appelle Element 6. Ils sont allés les voir, puis ils leur ont expliqué la situation. Fait que les autres ont fait, OK, pourquoi pas, essayons. Fait qu'ils ont développé ça. Puis la façon que c'est, comme procédé, c'est très simple. Je dis très simple. Plus compliqué que ça, là, mais bref. Ils mettent des moules dans une petite plateforme. Ça va être mis dans un cubicule dans lequel va être créé vraiment une vapeur de carbone / diamant. Ça va venir se poser sur le moule. Là, ça va être cuit à une température qui est aussi chaude que la surface du soleil. Ne mettez pas vos doigts là-dedans. Vous n'aurez pu. Une fois que c'est cuit, ça donne vraiment cette couleur-là puis cette finition-là. Après ça, ils vont prendre justement le dôme. Ils vont le mettre dans une soluté spéciale pour faire fondre le moule qui est en dessous. Ils vont juste s'assurer que tout est parfait. Ils sont tous inspectés un par un, qu'il n'y ait pas de craque, qu'il n'y ait pas de défaut. Puis après ça, il va être mis sur la suspension avec le voice coil, l'aimant, puis ainsi de suite. Puis ça donne le résultat qu'on a là. Et ça nous permet d'amener des fréquences de résonance jusqu'à 70 000 Hz, qui est pas mal un des plus hauts sur le marché en ce moment. Évidemment, vous allez me dire, au-delà de 20 000, on n'entend pas. Je dirais même à 18 000, selon l'âge, selon ce qu'on a fait dans la vie, on n'entend déjà plus. Mais on sait tous que c'est les deuxième, troisième harmoniques que le cerveau va détecter. Puis l'autre chose, c'est qu'à un volume régulier puis certaines fréquences, il y a tellement un beau contrôle que j'ai encore d'autres fréquences qui sont intéressantes à écouter. Puis le tweeter Diamond puis le Dome Diamond, c'est ce qu'on utilise encore depuis 2005 sur notre série phare. La dernière génération de la série Diamond, pour ceux qui... Pour le fun, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des D2 ici ou qui ont des D2? OK.
Quel modèle? J'ai le HTM1 OK. et le 802. Bon. Entre un 802 Diamond et celui d'aujourd'hui, il y a 3 composantes qui sont restées. Toutes les autres, c'est complètement changé. C'est 868 changements total. On a gardé le dôme, même pas l'aimant, même pas la suspension. On a gardé les borniers, puis un condensateur dans le crossover. Fait que c'est tout est différent. Fait que le dôme, par contre, c'est comme, on n'a rien développé de mieux. Là, on l'a gardé. T'sais. Le prix n'a pas changé, disons. Non. Si Twitter brise, coûte aussi cher. Mais par contre, les 802, la grille s'enlève facilement. Puis on peut les plier facilement. On a corrigé ça. C'est impossible à enlever à moins de connaître le truc. Puis si quelqu'un l'enfonce, il lui donne un coup de marteau dessus. À l'épreuve des chats. À l'épreuve des enfants aussi ou à l'épreuve de quelqu'un, ça m'est arrivé. Les chats qui mangent des fils. Hurricane à une pièce. Les plus là, le chat. Et puis là, le chat. Juste regarder un petit vidéo. Bowers & Wilkins' technology has always been ahead of its time, but never quite so far ahead as the Diamond Dome tweeter. In the 1980s, Bowers & Wilkins engineers at the Stenning Research Establishment theorized that Diamond was the closest you could get to the theoretically perfect tweeter, a tweeter that is infinitely light and infinitely rigid. But diamonds take millions of years to form and are also incredibly expensive. It was only when scientists at Element 6, part of the De Beers group, developed a process where incredibly thin diamond could be created using chemical vapor deposition that Bowers & Wilkins saw the opportunity to incorporate them into speakers. The process involves temperatures as hot as the surface of the sun and very careful handling, but the benefits for treble performance are incredible. Compared to the standard breakup of an aluminium tweeter at 38 kHz, Bowers & Wilkins diamond tweeters break up at 70 kHz, well above the limit of human hearing, and as a result, push unwanted resonances way beyond what the listener can hear. The result is the clearest, most realistic treble ever heard, bringing the smallest musical details to life. And with the new 800 series Diamond, the Diamond Dome now sits in an all-new solid-body tweeter housing, further enhancing its performance. Diamond never sounded so good. Fait qu'il y a beaucoup d'attention juste pour un dôme comme ça, puis même l'assemblage d'un tweeter, c'est juste incroyable. Puis quand on voyait justement la machine, chaque dôme est inspecté un par un. Il n'y en a aucun qui va passer. S'il y en a qui ne passent pas, c'est rejeté tout de suite, puis il n'y a rien à faire avec ça. Merci, bye-bye. L'autre tweeter qu'on a, tweeter en carbone qu'on a été développé, un peu en pensant avec les procédés qu'on avait fait avec la série Diamond. C'est un peu le même principe, mais à un coût beaucoup moindre. On a ça depuis 2017 sur la série 700. C'est un tweeter qu'on appelle un tweeter en carbone. On peut voir ici, on a un premier dôme, un peu plus foncé, gris foncé. C'est un dôme d'aluminium, en fait. On a pris le procédé qu'on avait avec le diamant, mais au lieu que ce soit du diamant, c'est un carbone. Fait que c'est mis dans des espèces de cubicules dans lesquels on va injecter une vapeur de carbone qui va venir se coller dessus pour augmenter, sans trop augmenter le poids, énormément la rigidité. Encore une fois, ce qu'on a besoin, c'est le meilleur ratio possible, dans ce cas-ci avec un coût qui est vraiment moindre. Fait que le tweeter en carbone, c'est vraiment incroyable, très léger, avec un matériau qui est vraiment abordable, qui est l'aluminium, très rigide en même temps. Puis pour augmenter la rigidité sans trop augmenter les coûts, ils ont mis un anneau de carbone véritable au pourtour. Ce qui fait que lorsque j'ai mon mouvement de piston, peu importe le volume, et surtout que j'écoute à un très haut volume, mais mon dôme ne se déforme pas. Il ne se déforme pas, je n'ai pas de distorsion, j'ai toujours un son qui est cohérent. On a ça dans la série 700. On a un anneau qui va permettre aussi d'absorber toutes les vibrations possibles. J'ai mon housing. Dans le cas d'un haut-parleur que le tweeter directement sur le cabinet, j'ai un housing en aluminium, un alliage, c'est-à-dire de zinc à l'intérieur qui me permet d'agir comme heatsink et comme tweeter tube Nautilus. Fait que c'est beaucoup de technologie juste pour un tweeter comme ça qui est développé. Ça a pris environ 5 ans à développer pour un parleur qui n'a même pas augmenté de 10 % de prix à l'époque, en 2017. Pour tous ceux qui ont déjà eu
Les gens nommaient tout à l'heure des Matrix ou même des 802 Nautilus dans le temps. Le Twitter qui est là, c'est de loin un meilleur Twitter qu'on avait dans des haut-parleurs de 18 000 de l'époque. C'est vraiment le deuxième meilleur Twitter à vie chez Bowers & Wilkins. C'est extrêmement poussé. C'est juste fou ce qu'il y a derrière ça. On a eu des vidéos quand ils faisaient la vapeur de carbone, puis quand ils font les tests, c'est quand même assez incroyable. Mais dans la série 600, on va avoir un Twitter quand même avec une technologie intéressante. Où est-ce qu'on utilise pour la première fois en 2015 le double dôme découplé, où est-ce que c'est un dôme d'aluminium, puis comment renforcer ce dôme-là sans augmenter les coûts, puis sans augmenter le poids, puis sans avec un procédé de chimique puis de vaporisation. On a tout simplement un anneau d'aluminium qui vient se coller derrière l'autre dôme avec mon voice coil, mon aimant, puis ainsi de suite. Fait que j'ai un découplage qui fait que j'ai une coupure mécanique justement au niveau de la transition des fréquences. Puis j'ai un dôme ici supplémentaire qui vient renforcer mon pourtour. Fait qu'encore une fois, à un certain volume, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus cohérent aussi lors de l'écoute. Surtout quand j'écoute à un certain volume. Fait que c'est ce qu'on va avoir dans la série 600. Le fameux Kevlar, qui a fait la marque de commerce de Bowers & Wilkins pendant pratiquement 40 ans. La première fois qu'on a utilisé le Kevlar, c'est en 1974 en passant. Si on revient, ça fait vraiment longtemps. Puis à l'époque, même, les gens de Bowers avaient demandé à DuPont, qui est la compagnie française qui fait du Kevlar, puis encore aujourd'hui, avaient demandé une exclusivité pendant 25 ans pour des haut-parleurs. Fait que Bowers & Wilkins, BW, avec l'exclusivité du Kevlar pendant 25 ans. Pendant que la réputation de la compagnie faisait ça, puis la marque de commerce du jaune faisait ça aussi, d'autres compagnies attendaient juste 1999 pour pouvoir utiliser le Kevlar. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Fait qu'en 1999, plein de compagnies ont commencé à mettre du Kevlar dans le haut-parleur. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont plantés. Pourquoi? Je ne dis pas ça en rien. C'est que la réputation de Bowers était faite avec le Kevlar. Tout le monde savait que ça sonnait bien. Les médiums étaient vraiment particuliers. C'est un tressage de laine synthétique qui résonne bien, mais on a un enduit spécial qui permet aussi de faire en sorte que ça résonne aussi. Sauf que nous, on a eu l'exclusivité pendant 25 ans, mais on n'a pas pris le Kevlar de 74 puis on l'a mis tout le temps dans les haut-parleurs pendant 25 ans sans étudier puis comprendre le comportement du Kevlar. Non, pendant 25 ans, on a beaucoup investi à essayer de comprendre pourquoi il sonnait comme ça. C'est bien beau de dire « Hey, il sonne bien », mais pourquoi? C'était ça la question, puis les réponses qu'il fallait. Fait qu'on a toujours quand même amélioré les crossovers en fonction du Kevlar, puis amélioré le son. Donc, les compagnies qui sont arrivées en 99 en mettant du Kevlar, il n'y avait pas notre enduit, il n'y avait pas nécessairement le même angle, la même shape, surtout pas les mêmes expériences pendant 25 ans sur l'utilisation du Kevlar. Fait que c'était pas tout de juste mettre des cônes en Kevlar. Sauf que le Kevlar, le problème, c'est qu'on le connaissait tellement, on connaissait ses potentiels, mais là, on était rendu qu'on connaissait leurs limites aussi. Ce qui fait qu'en 2015, pour la première fois depuis justement 1974, on est arrivé avec une série phare, j'exclus le Nautilus, avec un autre matériel que le Kevlar, qui était du Continuum. C'est le nom qu'on a donné. Et ce n'est pas un matériel qu'on achète chez une compagnie, c'est une recette maison. C'est une recette maison qui a pris 7 ans de recherche et développement, 70 versions différentes avant d'arriver à celle qui sonnait comme ils voulaient. Des gens disent, puis je me rappelle au début quand on le présentait, puis encore aujourd'hui, les gens disent « Ah, mais dans le fond, le Continuum, c'est juste un Kevlar amélioré. » Oui, mais qui nous appartient, qu'on a le contrôle à 100%. Parce que oui, c'est un tressage qui est synthétique, mais qui est beaucoup plus souple que le Kevlar, qui résonne encore mieux que le Kevlar et qui donne des médiums, puis dans le cas des mid-bass, beaucoup plus précises que j'ai. Pour vous mettre en contexte, en 2015, quand on s'est fait présenter la nouvelle série Diamond, quand ça a été le temps de l'écoute, ils ont mis des 805D2, qui était le bookshelf avec Kevlar 6 pouces et demi. Fait jouer, débranche tout, remet les 805D3. Et c'était Gregory Porter. Pour ceux qui ne savent pas, grand monsieur costaud, noir, qui a une voix rauque, c'est déjà très rauque. Avec les D3, c'est comme s'il venait de prendre la maturité au niveau de la voix. C'est comme si sa voix n'avait pas mué sur les D2, puis là, oups, d'un coup, il a mué avec les D3. C'était vraiment incroyable, juste parce que de la façon qu'il va résonner, juste de la façon que son tressage est fait aussi, qui va amener le plus rapidement possible tous les éléments non désirés vers l'extérieur du woofer. Le fameux aussi capuchon anti-résonance qu'on a au centre, qui a un nez de clown noir. OK?
il va y avoir des propriétés où est-ce que quand les ondes ne vont pas vers l'extérieur et qu'ils restent vers le centre, il va y avoir des propriétés de les absorber aussi. Dans le cas d'une membrane pour les basses fréquences, il va s'assurer de toujours garder le cône le plus arrondi possible. Ça aussi, c'est comme 2 ans de développement, de recherche-développement pour trouver le bon matériel. In 1974, Bowers and Wilkins pioneered the use of Kevlar as a mid-range cone material, and for 40 years it was developed and improved. But Bowers and Wilkins engineers continuously research new materials as they constantly strive to improve performance. In 2007, they made a promising development, and the new Continuum cone is the result of an 8-year R&D project that went through over 70 iterations. The resulting transducer is based on the same controlled breakup theory that made Kevlar so appealing, and is a coated woven material. But it offers dramatic improvements in sound performance. It works not by disrupting audible reflections, but instead it's as though the sound waves don't see the edge of the cone. So we could talk about very low sound coloration, we could talk about very low noise floor, or we could describe it in a very different way by just saying that we did to the Kevlar cone what we did about 10 years ago to the aluminium tweeter dome by using diamond. The resulting drive unit delivers unheard of clarity in the mid-range, with natural, open and detailed performance that brings out the best in recordings, with every speaker in the new 800 series Diamond. C'est vraiment une révolution, le fameux Continuum, quand on est arrivé avec ça en 2015, c'est vraiment particulier. Là. Évidemment, la couleur qu'on voit, ce n'est pas une couleur naturelle, c'est quelque chose qui est peinturé. C'est pas des blagues. Quand on a fait les premières formations, moi j'avais des marchands, des vendeurs qui étaient fâchés parce qu'on avait arrêté le jaune. Ils disaient que c'était une grave erreur. Oui, c'est pas des blagues. Ils disaient que c'était une grave erreur parce que, puis je comprends, parce que c'est la marque de commerce. C'était Twitter sur le top, puis le jaune, c'était la marque de commerce. Puis c'est drôle, les mêmes personnes qui n'aimaient pas qu'on ait lâché le fameux Kevlar ou le jaune, tu leur demandes aujourd'hui, puis reviendrais-tu au jaune? Puis ah non, finalement, c'est plus beau le gris. T'sais. FST. J'ai fait exprès de ne mettre aucune description là, parce que c'est complexe. Puis c'est simple en même temps. Fixed Suspension Transducer. Je m'amuse à dire que BW, c'est une compagnie qui aime beaucoup le découplage. Essentiellement, lorsque vous voyez un haut-parleur 3 voix chez Bowers, donc ça ici, le médium, sauf pour la série 600, il n'est pas vissé sur le cabinet. Okay? Parce qu'on essaie toujours de faire interagir le moins possible les composantes de façon mécanique avec les cabinets et ainsi de suite. Fait qu'on le voit dans le dessin du bas. Mon médium ici, si j'enlève mon capuchon anti-résonance, j'ai une bolt. Si j'enlève ma bolt, je la dévisse, je tire sur mon médium, je défais les fils. Il est attaché au centre de ma tête, comme on voit ici. Il n'est pas vissé au pourtour de la tête. Si je prends le 804, même chose. Il n'est pas vissé sur ma caisse ici, il est vissé à l'intérieur. Non seulement il est vissé à l'intérieur, mais il est mis sur une noix spéciale avec un anneau de gel à l'intérieur pour s'assurer qu'on coupe les vibrations aussi de cette rod-là. L'autre affaire, c'est que ma membrane ici, il n'y a pas de suspension en caoutchouc comme on va voir sur un woofer ou comme les autres mids. C'est vraiment juste à peine, légèrement maintenant collé sur une mousse qui est juste là pour accoter puis pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre les deux. Fait que non seulement ma membrane est découplée de mon saladier, mais mon saladier est découplé de ma tête ici. Fait que j'ai 2 découplages pour s'assurer de tout le temps avoir le plus de précision possible. Puis encore une fois, quand on regarde l'haut-parleur, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, puis ce n'est pas marqué nulle part. Si vous avez un livre d'instruction, à part vous dire comment le placer, comment le brancher, il n'y a aucune explication là-dessus. Puis dans la série 600, ça va être le même type de FST ici, découplé. Par contre, ma membrane va être vissée sur le cabinet, une question de coût. Okay? Puis dans les cas des 802D2, lui, on pouvait carrément passer notre doigt à travers parce qu'il n'y avait même pas la petite colle avec la mousse qu'on a mis maintenant. T'sais. Pour avoir un main contrôle, on a mis une petite colle. T'sais. Fait que ça, c'est les FST. Fait qu'on découple à 2 reprises. Ben, en fait, à 3 reprises. Ma membrane de mon saladier avec ma tête, puis ma tête est découplée même du haut-parleur. Tout ça pour des médiums.
Puis voici l'évolution des têtes justement à travers le temps. Puis je vais parler de la tête après. On va regarder une vidéo, puis je vais vous dire aussi à quoi ça sert, la fameuse tête ronde. Hear the sound, not the cabinet. That's the principle behind our separate head units, a feature introduced when Bowers & Wilkins launched the first 800 series speaker in 1979. Now, following an intensive research project in the Stenning Research Establishment, the 800 series Diamond mid-range has been completely redesigned. Utilizing finite element analysis and the latest in 3D modeling and printing, Bowers & Wilkins discovered that the previous Marlin head could be dramatically improved, both in terms of mechanics and materials. This scientific approach, backed up by a set of assumptions arrived at by the acoustics team through listening. Built from a solid piece of aluminium, the new turbine head's slimmer profile improves sound dispersion, while radial fins within the structure add further stiffness and stability. The turbine head is almost totally inert, producing a sound that's free from cabinet coloration. The result? Enhanced imaging and a truly revelatory listening experience. Donc, si on regarde la fameuse tête, on voyait les 801, c'était carré. J'ai l'impression que c'est un petit robot. La raison d'être, si on se réfère au fameux haut-parleur Nautilus aussi, puis même au début des 801, c'est que d'avoir des composantes séparées, chacun, c'est un peu comme le Twitter en champ libre, chacun sa chambre acoustique si on veut, va faire en sorte que justement je ne suis pas dérangé par la vibration puis les ondes qu'on a à l'intérieur du cabinet pour les woofers, un exemple. La forme arrondie, très lisse, va faire en sorte que mes ondes stationnaires vont quand même glisser vers l'arrière. Puis contrairement à l'ancienne génération de la série Diamond, c'était une tête en marlan qu'on avait développée en 1998. Maintenant, on a vu les gens couler l'aluminium. C'est de l'aluminium plein qui est coulé, puis après ça, il va être justement sablé, poli, puis peinturé, puis ainsi de suite. C'est hyper inerte. C'est juste incroyable. Puis à l'intérieur, j'ai une espèce de, on a vu l'espèce d'étoile 5 tiges qui augmente la rigidité sans avoir un aluminium plein également. Puis la forme à l'intérieur, la forme arrondie, c'est pour que toutes les ondes stationnaires qui sont là percutent justement des directions vraiment aléatoires pour être sûr qu'on ne crée pas un son qui est stable à l'intérieur, parce que malgré tout, il y a toujours un son qui va rester. Fait que, en aucun cas, il y a un côté qui est purement esthétique. C'est d'abord et avant tout pour le côté performance. Oui, les designers industriels vont mettre un coup de crayon pour que ce soit esthétiquement le plus joli possible. Toujours une question de goût. Parce qu'il y en a qui voient un parc comme ça, qui vont dire « jamais ça va rentrer chez nous, même si ça sonne bien ». Il y en a qui font « wow, c'est donc bien beau ». Encore une fois, c'est hyper subjectif. Mais c'est vraiment la raison d'être, la forme, la profondeur. Même la profondeur, il y a une raison, c'est la distance qu'on a besoin, puis ainsi de suite. Mais c'est ultra rigide. C'est encore plus rigide que le marlan. Le marlan, c'était pratiquement comme un marbre synthétique. C'est déjà très rigide. Ça, c'est une coche en haut. Aérofoil. Les fameuses membranes. On est habitué de voir souvent des membranes. On voit quelque chose qui est vraiment linéaire, simple, droite. Dans le cas de la série Diamond, autrefois, on avait ce qu'on appelait du rattle cell. C'est une couche de carbone, une mousse EPS qui est très rigide, très légère, puis une autre couche de carbone. C'était linéaire. Lorsqu'ils sont passés du D2 à D3, ils ont pris toutes les composantes, ils ont toutes testé avec des espèces d'ordinateurs qui étaient capables de simuler justement les comportements puis comment ils réagissaient à certaines fréquences. Puis ils se sont rendus compte qu'à certaines fréquences, malheureusement, le woofer se déformait. C'est quoi la solution? On ne peut pas épaissir toute la grandeur parce que là, on va altérer certaines autres fréquences. Là, ce que je vais vous dire là, c'est ultra simple, mais personne n'y avait pensé avant. Ils ont dit, y a-t-il moyen de créer justement une forme plus arrondie puis épaissir aux endroits nécessaires? C'est ce qu'ils ont fait. Fait que, on voit que le woofer est plus épais à certains endroits. Non seulement ça aide à faire en sorte que certaines fréquences ne soient pas altérées ou ne se déforment pas, mais ça vient augmenter la rigidité aussi du woofer. C'est ultra rigide, c'est ultra léger. Si je prends un woofer de 10 pouces comme ça, plein, je peux monter dessus sans sauter, puis il ne cassera pas. Fait que c'est ce qu'on va avoir dans la série Diamond. Dans la série 700, on s'est inspiré de la même chose. Par contre, au lieu d'avoir
du carbone parce que ça coûte vraiment plus cher. On a un matériel qu'on appelle papier Kevlar, donc une espèce de carton mélangé avec du Kevlar pour faire quelque chose de léger et rigide. On a une mousse à l'intérieur, puis une autre couche de papier Kevlar. Bass is a vital element in loudspeaker design. A bass driver should come as close as possible to delivering pistonic behavior. It therefore needs to be strong and very rigid. In previous incarnations of the 800 series, this has been achieved in a number of ways. Most recently, a sandwich construction of carbon fiber and Roacell achieved highly impressive results by both raising and better controlling the breakup point of the drive units. However, intensive research suggested there was room for improvement, and the next stage of evolution was to develop the geometry of the cone. The end goal being to deliver improved stiffness where it was required. A cone that has been optimized with continuously variable thickness. After a 3-year research project, this new geometry was partnered with the ideal cone material. This results in an extension of pistonic behavior further up the audible range, delivering better bass than has ever previously been heard on an 800 series loudspeaker. Une autre chose qu'on a depuis 1986, la première année que j'ai vu le Canadien gagner la Coupe Stanley contre Calgary, le squelette du haut-parleur. C'est quelque chose, évidemment, la plupart des compagnies haut-parleurs vont avoir ce qu'on appelle les entre-3 ou des braces à l'intérieur pour augmenter la rigidité. Dans le cas de la série 800, c'est le nouveau Matrix qu'on a développé. Donc, on a comme squelette vraiment des planches plywood à l'intérieur sur lesquelles on a aussi des plaques d'aluminium. Dans le cas des woofers des basses fréquences, ils ne sont pas vissés sur le cabinet, sont vissés directement, en fait, la partie arrondie que vous voyez là est vissée sur le cabinet, puis les woofers sont vissés carrément sur la plaque d'aluminium à l'intérieur du cabinet. Pour être sûr de faire un système de découplage, encore une fois, entre mon cabinet et mes woofers. Puis ça, c'est découplé entre le bois et l'aluminium aussi avec une section. Pour, encore une fois, couper le plus possible de transfert mécanique. Exact. C'est comme ça serait ici. Mon woofer, là, il est carrément vissé sur ma plaque en avant. Puis cette partie-là qui est arrondie, c'est à l'intérieur, comme ça. Puis, encore une fois, ça augmente la rigidité. C'est trouver la bonne épaisseur, le bon format, le bon poids pour pas qu'il y ait justement une résonance qui embarque, puis ça fait l'effet contraire. Puis comme je dis, le fait d'avoir mon woofer qui est découplé de ma caisse, ça aide énormément à avoir un meilleur contrôle aussi. Matrix provides the backbone for Bowers & Wilkins speakers and has been part of the 800 series since the Matrix 800 was launched in 1987. Matrix is an internal structure that works like the bracing of a ship's hull, with crisscrossed interlocking panels keeping our cabinets rigid and inert. For the 800 series Diamond, we've introduced our most radical rethink of the Matrix concept yet. Our examination of the behavior of the old Matrix led us to conclude that we could achieve superior stiffness using fewer but thicker wooden components. So the new internal panels are thicker and solid plywood has replaced MDF. In addition, the new structure is critically braced with aluminium and steel components in all headed products. Another new innovation is the way the bass driver pods now couple directly into the Matrix itself, which optimally couples the drive units into the stiffer parts of the assembly. Altogether, it's the most solid Matrix system we've ever built. Les fameux cabinets arrondis. C'est tout sauf pour une raison esthétique. C'est juste parce qu'un cabinet arrondi, ça permet de, si on veut, avoir un cabinet qui est beaucoup plus rigide, puis de répartir de façon pas mal égale, justement, la pression puis la rigidité du cabinet, que lorsque c'est juste un cabinet carré. Continuous curving surfaces create stronger structures with the same amount of material.
a curved cabinet provides a stronger base for drive units to work effectively. The Bowers & Wilkins 800 series first moved to curved cabinets with the Nautilus 800 series and has maintained this philosophy ever since. And in the new 800 series Diamond, the curved cabinet still provides the outer shell and shrugs off vibrations and resonances. However, unlike previous 800 series models, the headed models in the new range have a reverse wrap design, where the curvature of the cabinet is now at the front of the loudspeaker rather than the back. Constructed using immense pressure to form a continuously curving outer shell made of layers of beech, the 800 series Diamond's reverse wrap cabinet is among the strongest, most acoustically open cabinet design Bowers & Wilkins has ever produced. Fewer hard edges and joins results in a structure that's altogether stiffer and stronger, reducing resonance and cabinet reflection to a bare minimum. Its curved front also means less baffling around the drive units, so the sound you hear is free from coloration. The result? The aerofoil-based drivers are free to do their work and deliver taut, deep, responsive bass. Je vais vous montrer un dernier vidéo qui dure environ 5 minutes. C'est le making-of des 803. Pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est une répétition. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, mais je vous laisse le plaisir de regarder comment ça se fabrique. Évidemment, c'est en accéléré, là.
la partie le fun est arrivée. Là. Fait que, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre présence. Vraiment un plaisir.